Rencontre annoncée entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo ce mardi, une première depuis le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Manifestation des étudiants République démocratique du Congo après la mort de leur camarade tué par un policier, une manifestation réprimée. Et puis en Tunisie, le Premier ministre se dit prêt à céder le pouvoir. Le président Saïed assure qu'il assume une responsabilité historique. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information. Une rencontre entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo annoncée pour l'après-midi de ce 27 juillet. C'est la première rencontre entre le chef de l'État et son prédécesseur depuis le retour de ce dernier le mois dernier après son acquittement des accusations de crimes contre l'humanité à la CPI. Cette rencontre est considérée comme une étape essentielle au processus de réconciliation nationale que tous les bords politiques appellent de leur vœu en Côte d'Ivoire. Les précisions. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo doivent se rencontrer mardi, une première depuis leur duel à l'élection présidentielle de 2010 qui a débouché sur une violente crise. Après un premier contact téléphonique au début du mois de juillet, ce face-à-face prévu au palais de la présidence à Abidjan devrait constituer un geste de plus vers l'apaisement de la vie politique en Côte d'Ivoire, dans la continuité du retour de Laurent Gbagbo dans le pays le 17 juin. Laurent Gbagbo est dans un esprit d'ouverture, de dialogue et de réconciliation, a assuré Franck Anderson Kouassi, porte-parole du Front populaire ivoirien FPI, le parti de M. Gbagbo. La rencontre entre les deux présidents Ouattara-Gbagbo fit suite à des déclarations peu amicales issues de leurs deux camps respectifs ces derniers jours. Lors de la fête de la Tabaski, il y a une semaine, le chef de l'État appelait à poursuivre la marche vers la réconciliation. Le lendemain, le gouvernement annonçait une entrevue prochaine avec son prédécesseur. Une entrevue que le parti au pouvoir et le FPI définissent avant tout comme fraternelle et servant l'apaisement du climat politique. Côté pouvoir, on a de cesse de répéter que la rentrée de l'opposant historique en Côte d'Ivoire illustre avant tout le retour d'un citoyen chez lui. Du côté des partisans de Laurent Gbagbo, on définit l'entrevue de cet après-midi de visite de courtoisie dans une éthique républicaine. Elle insiste sur la logique d'apaisement de l'ancien chef d'État. En somme, ces retrouvailles s'inscrivent d'abord dans une logique de fraternité africaine. Alassane Ouattara s'entretiendra donc avec Laurent Gbagbo au palais présidentiel à 17h. Le procès du leader indépendantiste biafrais Nnamdi Kanu qui devrait reprendre lundi à Abuja devant la Cour fédérale, la Haute Cour fédérale du Nigeria a été ajournée au 21 octobre prochain. C'est ce qu'a déclaré son avocat. Reportage. Le chef du mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra IPOB, qui prône la sécession du sud-est du Nigeria, a été arrêté à l'étranger après 4 ans de cavale et ramené fin juin au Nigeria pour être jugé, accusé notamment de terrorisme et de crimes de trahison. Nnamdi Kanu avait été arrêté une première fois en octobre 2015, mais il avait profité de sa liberté sous caution pour quitter le Nigeria en 2017. Le procès a été ajourné au 21 octobre car les autorités ont failli à présenter Nnamdi Kanu devant la cour, a affirmé à l'AFP son avocat Aloyi Edinkao. Le juge a déclaré que le procès ne pouvait pas commencer sans que l'accusé ne soit présenté, a ajouté l'avocat. Pour ce procès sous haute tension, un important dispositif de sécurité avait été déployé autour du tribunal, avait constaté un journaliste de l'AFP. De nombreux journalistes, dont ceux de l'AFP, s'étaient vus interdire d'accès à la salle d'audience. L'organisation de défense des droits humains, Amnesty International, avait appelé les autorités nigérianes à permettre aux médias d'accéder librement au tribunal pour faire le travail dans un communiqué. Le journaliste et opposant Omoyele Sowore, venu couvrir avec son équipe le procès, a été conduit en dehors du tribunal par des agents de sécurité, mais a finalement pu regagner l'enceinte du tribunal 1 heure après, a constaté un journaliste de l'AFP. L'ex-Biafra, région déshéritée du sud-est, essentiellement peuplée par la communauté Igbo,
fut le théâtre d'une sanglante guerre civile entre 1967 et 1970. Après la mort de plus d'1 million de personnes, notamment de famine, et l'échec de la rébellion, la République du Biafra avait fini par réintégrer le Nigeria, pays de près de 200 millions d'habitants régulièrement secoués par des tensions intercommunautaires. Mais les velléités indépendantistes n'ont pas disparu. L'arrestation de Nnamdi Kanu survient après des mois de troubles dans la région et la création d'un mouvement paramilitaire régional. Ce journal se poursuit. Les hôpitaux de la capitale sénégalaise, Dakar, sont proches de la saturation. C'est l'une des conséquences d'un afflux de malades de la Covid-19 avec un personnel médical en burn-out, ont déclaré lundi des responsables du ministère de la Santé. Nous sommes débordés et proches de la saturation, avec quasiment 99% de taux d'occupation des lits à Dakar, au nombre de 602 dans les hôpitaux, a expliqué à l'AFP le directeur national des établissements publics de santé, Ousmane Dia. C'est difficile de suivre si on reçoit 600 à 700 malades par jour pour des consultations, a-t-il précisé. Selon lui, la pression est moindre dans les régions, avec un taux d'occupation des lits de 45%. Le personnel médical est très fatigué et en burn-out, a-t-il également souligné. Quant aux laboratoires de dépistage, ils sont débordés à cause de la forte demande, tant pour les cas suspects que pour les voyageurs, a dit à l'AFP le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Mamadou Ndiaye. Le temps d'attente pour les résultats d'un test est de l'ordre d'une semaine selon des témoins. Le Sénégal a recensé au total 57 881 contaminations pour 1286 décès, des chiffres relativement faibles par rapport à d'autres régions du monde. Mais comme le reste de l'Afrique, il subit une troisième vague sans précédent, due au variant Delta. Les contaminations sont passées de quelques dizaines par jour à la fin du mois de juin à entre 700 et 1700 un mois plus tard. Le président Macky Sall a menacé de fermer à nouveau les frontières et de restreindre les déplacements internes si la situation l'exigeait. Il avait levé les restrictions sanitaires après des émeutes en mars. Interrompue pendant plusieurs jours, la campagne de vaccination a par ailleurs repris samedi grâce à la livraison de 151 000 doses du vaccin de Johnson & Johnson. Au total, quelques 640 000 personnes sur une population de 17 millions ont jusqu'à présent été vaccinées selon les autorités qui ne distinguent pas les premières des secondes doses. Je le disais en titre, des étudiants ont manifesté au campus de l'université de Kinshasa contre la mort samedi d'un de leurs camarades. L'étudiant a été tué par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo dans la capitale de la République démocratique du Congo. Des troubles ont éclaté lundi au campus de l'université de Kinshasa, où la police a réprimé une manifestation d'étudiants qui protestaient contre la mort samedi d'un de leurs camarades tué par un policier. L'étudiant Honoré Chama a été tué par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo dans la capitale de la République démocratique du Congo. Rameaux ou branches d'arbres à la main, les étudiants ont tenté à plusieurs reprises en vain de sortir de l'enceinte de leur campus, mais en ont été empêchés par la police anti-émeute. Plusieurs dizaines de policiers anti-émeute et d'autres armés étaient déployés sur le tronçon de route qui conduit au site universitaire où toutes les entrées étaient bloquées. Nous manifestons pacifiquement pour pleurer notre frère de la faculté des lettres, Chamakoto Honoré. Mais la police a commencé à attaquer les étudiants avec des coups de feu. Nous sommes choqués, nous sommes sous l'émotion. Il était venu au campus étudier comme tout étudiant, peut-être qu'il serait un futur cadre du pays. Mais ce qui s'est passé, on n'a pas compris, il a été tué à cause du cache-nez, qui n'écoute même pas sans preuve de ça, je ne sais moi. Et maintenant, il a été tué. Je demande à notre gouvernement de prendre le temps d'éduquer la police nationale congolaise, puisqu'elle tire sans contrôle, parce que la vie humaine est sacrée. La vie de notre camarade a été prise juste parce qu'il voulait étudier. Le port du masque est obligatoire sous peine d'une amende de 10 000 francs congolais, soit $5 en RDC, confronté à une troisième vague de Covid-19. Mais les policiers sont régulièrement accusés de tracasserie. Le pays a enregistré 48 503 cas avec 1023 décès depuis mars 2020.
Et puis le Premier ministre tunisien Hichem Mechichi s'est dit prêt lundi à céder le pouvoir au futur Premier ministre désigné par le président Kaïs Saïed. Ceci au lendemain de la suspension par ce dernier des activités du Parlement qui a projeté dans l'inconnu la jeune démocratie en crise depuis des mois. Hichem Mechichi s'est dit prêt ce lundi à céder le pouvoir au futur Premier ministre désigné par le président Kaïs Saïed au lendemain de la suspension par ce dernier des activités du Parlement. Le président, également chef de l'armée, s'est en outre octroyé le pouvoir exécutif, bouleversant l'organisation du pouvoir dans un pays régi depuis 2014 par un système parlementaire mixte en annonçant son intention de désigner un nouveau Premier ministre. Il a limogé lundi le ministre de la Défense, Ibrahim Bartaghi, et le porte-parole du gouvernement, Asna Ben Slimane, également ministre de la fonction publique et ministre de la justice par intérim. Enarda, principal parti au Parlement, a fustigé un coup d'État contre la révolution et la Constitution. Le président tunisien Kaïs Saïed déclare qu'il assume une responsabilité historique après avoir suspendu les activités du Parlement et démis le Premier ministre. Les développements en Tunisie, pays souvent représenté comme le seul où a réussi le printemps arabe, ont suscité l'inquiétude à l'étranger. La France a dit souhaiter un retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions et appelé à éviter toute violence, tandis que les États-Unis, préoccupés, ont appelé au respect des principes démocratiques. Signe d'un début de concertation, le président Saïed a rencontré lundi soir les représentants de l'UGTT, de la Ligue des droits de l'homme et du patronat, des acteurs qui avaient tiré la Tunisie d'une précédente crise en 2013. Dans la journée, plusieurs centaines de partisans du président Saïed et d'Enarda ont échangé des jets de bouteilles et de pierres devant le Parlement à Tunis. Mais la situation est ensuite revenue à la normale. En fin de journée, la présidence a annoncé que le couvre-feu nocturne officiellement instauré pour lutter contre le Covid avait été étendu d'une heure, désormais de 19h à 6h. Elle a aussi annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 3 personnes et 2 jours de congé pour les fonctionnaires. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur Sika TV.